Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le lundi 10 janvier 2022 et on a pu constater un retrait des indices américains après le rapport sur le marché de l'emploi aux États-Unis, le rapport NFP qui est ressorti largement sous les attentes. Les données, le détail des données sur le marché du travail ont fait augmenter, ont propulsé la probabilité d'une hausse des taux en mars de 69% à 90%. On notera que la hausse des rendements des obligations du Trésor américain ont également alimenté les baisses des indices américains. Et donc concrètement, cette hausse des obligations du 10 ans américain notamment témoigne de cette politique monétaire de plus en plus restrictive de la part de la Fed. Les secteurs qui se portent le mieux sont les banques. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elles sont favorisées par cette anticipation d'une hausse des taux, parce qu'une hausse des taux devrait booster leurs marges. L'énergie également parvient à surperformer. Alors, à noter que les baisses du Nasdaq se sont accélérées pour atteindre un support majeur et l'indice a réalisé en conséquence une quatrième session consécutive de baisse vendredi. Et il a donc enregistré sa pire semaine depuis février 2021. On notera que vendredi, les marchés européens ont terminé de manière plutôt mitigée. Au Royaume-Uni, on a eu droit à des hausses de 0,57%. Le DAX, lui, a connu des baisses et est passé sous la barre des 16 000 points. Il est à l'heure actuelle à 15 900 points environ. À noter qu'on a pris connaissance également vendredi du taux d'inflation de l'UEM qui a surpris le marché en atteignant 5% contre 4,8% attendu. Concernant les valeurs, on notera GameStop qui a grimpé, qui s'est propulsé de 7,3% après l'annonce du lancement d'une division pour développer une plateforme d'échange de jetons non fongibles, des NFT, et conclure un partenariat sur le marché des crypto-monnaies. Donc 7,3% pour GameStop vendredi, à voir si cet engouement va se poursuivre au cours de cette première séance de la semaine. À noter que Goldman Sachs s'attend à ce que la Réserve fédérale américaine procède à 4 hausses des taux en 2022, mais en parallèle, le FMI a mis en garde contre le rythme soutenu des hausses de taux de la Fed qui pourrait avoir un impact très négatif sur les prix des actifs et donc affaiblir la demande aux États-Unis. On notera également que Schnabel de la Banque Centrale Européenne a déclaré que les mesures visant à aider le climat pose un risque à la hausse pour l'inflation à moyen terme. Et donc selon lui, une hausse persistante des prix de l'énergie pourrait d'un autre côté inciter la BCE à resserrer les conditions du crédit pour faire baisser le taux d'inflation. Alors ce sont des déclarations qui datent de samedi. Sur le marché pétrolier, on notera que la production du champ pétrolifère de Tengiz, le plus important du Kazakhstan, a été progressivement rétablie au cours du week-end après avoir été interrompue par les manifestations qui sévissent dans le pays. Toujours concernant le marché pétrolier, on notera que la Chine accueillera cette semaine les ministres du pétrole d'Arabie Saoudite, du Koweït, d'Oman et de Bahreïn. La Chine a demandé des discussions car elle s'inquiète de la sécurité de l'approvisionnement dans le contexte des violentes manifestations au Kazakhstan. On avait abordé cette situation au Kazakhstan, on avait parlé de cet éventuel impact sur le réseau Bitcoin, étant donné que le Kazakhstan concentre 18% du hash rate, du taux de hachage. Effectivement, depuis la répression en Chine, il y a eu un grand exode des mineurs. Ces derniers se sont répartis pour une part en Amérique du Nord, notamment aux États-Unis, et d'autre part au Kazakhstan. Il y a eu des coupures Internet, mais visiblement le hash rate, le taux de hachage, a atteint de nouveaux records historiques récemment. Alors aujourd'hui, concernant le calendrier économique, pas grand-chose comme chaque lundi. Ça ne sera pas le cas de cette semaine, parce qu'il faut savoir qu'on prendra connaissance des données de l'IPC aux États-Unis mercredi, et c'est le début de la saison des résultats. Et comme d'habitude, ce sont les grandes institutions financières américaines qui vont lancer le bal, comme Wells Fargo, Citigroup, BlackRock et JP Morgan, et ça, ce sera pour vendredi. Donc un début de semaine très calme d'un point de vue du calendrier économique, mais ça ne sera pas le cas pour le reste de la semaine, avec un premier rendez-vous majeur mercredi, l'IPC aux États-Unis et le début de la saison des résultats vendredi.
Donc voilà pour le contexte de marché. Des baisses en ce début de séance européenne, nous l'avions dit, il y a tout de même des risques persistants d'un point de vue technique ici pour le CAC 40, hein, parce que l'indice français est relativement loin de sa Kijun, une Kijun en palier aux alentours des 7050 points. Et éventuellement, ici, cela correspondrait au prochain obstacle que pourrait rencontrer la lagging span. Donc on pourrait observer un approfondissement de la baisse pour aller chercher ce support-là. Ça correspondrait à une baisse environ d'1,75%. Ça pourrait être un point de rebond éventuellement. Donc la prudence reste de mise en France, notamment avec le CAC 40. On notera tout de même la présence d'un nuage épais ici qui pourrait faire office de support. Ce nuage est largement au-dessus des 7050. 7050, on est au milieu du nuage Ishimoku en données H4. Le nuage, lui, se situe à 7114 points environ. Alors, petite parenthèse, donc j'ai eu pas mal de propositions pour intégrer de nouveaux indicateurs, notamment les bandes de Bollinger, et je vais répondre bien entendu favorablement à ces propositions. Donc on va essayer d'intégrer de plus en plus d'indicateurs, voire d'oscillateurs pour enrichir notre analyse et ne plus nous focaliser uniquement sur Ishimoku. Je pense que ceux qui l'utilisent régulièrement auront eu pas mal de théories là-dessus en suivant les Good Morning Market, mais on va continuer sur certains actifs à utiliser principalement Ishimoku et les projections de Soda. Nous allons simplement essayer de diversifier nos visions techniques selon les actifs. Ici, même topo que pour le CAC 40, on a un trou d'air également, on pourrait aller chercher cette Kijun. Par contre, la lagging span, elle rencontrera son prochain obstacle à 15 840 points. Donc, des risques baissiers en Europe pour le moment. Ici, la baisse semble répondre à la divergence baissière qui était visible sur le RSI 14. Et donc une baisse qui pourrait éventuellement s'approfondir avant une reprise ou pas en cas de franchissement de nuage. Donc pour le moment prudence, si on tente d'intégrer le nuage concernant le DAX en données H4, on l'intègre même, on est aux alentours, nous l'avons dit, de 15 900 points. Donc d'un point de vue intraday, on peut estimer que nous sommes à l'équilibre tant qu'on est à l'intérieur du nuage. Ce qui pourrait nous permettre d'envisager des perspectives haussières, ce serait la cassure de la Kijun. Plus largement, un passage au-dessus du seuil psychologique à 16 000 points et pour plus de sécurité, les 16 060, ce serait un bon signal, mais, parce qu'il y a un mais, vous voyez, dans ce cas-là, la lagging span serait en plein milieu d'obstacles. Donc autant vous dire que si on raisonnait d'un point de vue de la lagging span, un approfondissement de la baisse est beaucoup plus probable. Mais bon, en ce lundi, avec peu de données économiques, très difficile d'envisager de trancher pour un sens ou l'autre pour le moment. En données H4, on intègre le nuage, donc nous sommes à l'équilibre par définition. Il n'y a pas d'opportunité, pas de déséquilibre à aller capter. Le Nasdaq s'est arrêté tout juste sur la SSB, sur le bas de son nuage. On est sur un gros support, même sans Ishimoku, c'est largement visible. Ici, nous allons le retirer, vous voyez, c'est un support qui a agi précédemment. C'est ce support des 15 600 points environ, légèrement en dessous, et pour le moment, il tient. Si ce support venait à être rompu, alors dans ce cas-là, on pourrait aller chercher les 15 300 points, donc les valeurs technologiques sont toujours en grand danger, et dans tous les cas, ce n'est pas une situation qui risque de changer de sitôt. Nous l'avons dit, la hausse des taux va favoriser les valeurs bancaires, parce que cela va faire exploser, cela va renforcer leur marge, mais ça va impacter des valeurs telles que les valeurs technologiques, parce que le coût du crédit sera beaucoup plus conséquent. Donc c'est ce qu'il faut comprendre de cette nouvelle rhétorique de la Réserve fédérale américaine beaucoup plus hawkish. C'est ce qu'il faut comprendre de cette anticipation d'une hausse des taux avec une probabilité qui est remontée à 90% pour mars 2022, et on s'attend à plusieurs hausses des taux pour cette année. Donc attention encore une fois aux valeurs technologiques qui seront les premières à être pénalisées par cette hausse des taux. Vous voyez ici en données intraday, on a réintégré
notre range et donc ce niveau que nous avons constaté en données journalières correspond au bas du range. Donc on le comprend, hein, si ça casse, effectivement, l'approfondissement de la baisse devrait se concrétiser à ce niveau-là. Donc ce sera le niveau à surveiller. Ici, pour être plus précis, ce sont les 15 555 points environ, donc on peut élargir à 15 500. En cas de cassure de ce niveau, la baisse devrait s'approfondir ici pour le Nasdaq. S&P 500 qui se stabilise au niveau de sa Kijun. Vous voyez les baisses, hein, de vendredi. Alors pourquoi nous avons eu de telles baisses vendredi? Malheureusement, je ne peux plus accéder aux chiffres de vendredi, mais c'est le rapport NFP. Certes, le rapport NFP, me semble de tête, est ressorti à 200 000, donc on a eu une création d'emplois non agricoles de 200 000, le consensus tablait environ pour 400 000. Donc c'est largement en dessous des attentes. Donc ça ne favorise pas une Fed hawkish. Par contre, une politique restrictive. En revanche, on a d'autres données, notamment le taux de chômage qui a baissé, qui est largement en dessous des attentes. Et ça, effectivement, ça vient donner des armes supplémentaires, des arguments supplémentaires pour la Réserve fédérale américaine pour justifier une hausse des taux. Donc ça a été assez... les chiffres ont été très contrastés. Lorsqu'on se tient uniquement aux créations d'emplois non agricoles, on se dit voilà, le marché de l'emploi ne va pas si bien. On a créé seulement 200 000 emplois, on en attendait 400 000, mais lorsque l'on voit le taux de chômage qui commence à baisser considérablement, on constate une réelle reprise du marché du travail, et cela se reflète également dans les difficultés à l'embauche aux États-Unis. Donc voilà comment il fallait lire justement ce chiffre du NFP, hein. Vous retrouverez le détail de ces chiffres ici dans les actualités. S&P 500, on sort du nuage en données H4, mais on a une lagging span toujours à l'intérieur. Concrètement, si on arrive à casser une fois pour toutes les 4660 points, le S&P 500 pourrait se replier davantage, à l'image du Nasdaq. Et ici, ce sont les 4600 points que l'on pourrait aller chercher. Qu'en est-il du Dow Jones? On va commencer par le Dow Jones en données journalières. Vous voyez, un Dow Jones qui se porte mieux que les autres indices. Ici, il tente de repasser au-dessus des 36 120 points, et une clôture au-dessus de ce niveau permettrait une reprise haussière. On a tout de même des acheteurs ici, hein, qui apparaissent lorsque l'on marque un creux. On peut le voir en données journalières. On va passer à présent en données H4. On est dans le nuage. Et ici, concrètement, le réel signal sera, comme d'habitude, en cas de sortie de nuage. Une sortie par le haut, mieux vaudra attendre le passage au-dessus de la Kijun, et plus largement, ce sont les 36 400 points qui pourraient nous donner le top départ d'une éventuelle reprise haussière. Voilà pour les indices. On passe rapidement sur les cryptos. Il ne s'est pas passé grand-chose. On a eu approfondissement du repli. On est sur un gros support à l'heure actuelle. Donc, le danger ici pour le Bitcoin, c'est de casser les 40 000 $. Concrètement, si on casse les 40 000 $, c'est direction les 30 000. On revient ici, on revient à ce niveau-là, des niveaux que l'on a quittés depuis l'été 2021, et on peut deviner une formation en épaule tête épaule ici. Alors, est-ce que cette formation en épaule tête épaule pourrait respecter son objectif théorique si on venait à casser la ligne de coup? La ligne de coup, c'est le niveau qu'on teste actuellement, ce sont les 40 000. Si on casse la ligne de coup, ça nous donne un objectif assez éloigné, ça nous donne un objectif ici à 15 000. Le Bitcoin n'ira pas à 15 000, je ne pense pas. Je pense que l'objectif en cas de cassure de la ligne de coup de cette pseudo-figure en épaule-tête-épaule que je vais illustrer immédiatement, hein, vous voyez la première épaule, on a la seconde épaule ici, et entre les deux, c'est la tête. Je pense que ce serait les 30 000 $. Et je pense que c'est tout à fait probable d'aller chercher les 30 000 $ et de consolider à ce niveau-là avant de repartir à la hausse. Parce que je ne pense pas que d'un point de vue, je ne pense pas que 2022 sera une année baissière, hein, pour le Bitcoin, mais on peut aller chercher un creux, aux alentours des 30 000 $. Et ce qui nous donnera le signal de reprise haussière ici, ce serait une cassure du seuil de neutralité du RSI, une cassure des 50, du niveau des 50. Donc ça, ce serait un réel signal haussier. On est vraiment en dessous, hein, pour le moment. On est à des niveaux très bas, hein, d'un point de vue du RSI. Ce sont des niveaux que l'on n'a pas atteints depuis le mois de mai 2021. Donc voilà pour le Bitcoin en données journalières. En données H4, ça nous informe
On n'a pas grand-chose de nouveau, hein, seulement on a réintégré, vous le voyez, le précédent canal baissier après une fausse sortie par le haut, une fausse cassure, hein. Visiblement, c'était un bull trap ici. On repart dans notre canal baissier qui est renforcé par un nuage baissier en données H4 également. Donc, franchissement de nuage ici, on pourrait envisager une éventuelle reprise, mais le mieux sera de se baser sur les données journalières avec une cassure du seuil de neutralité par le RSI, donc une cassure des 50. Ethereum, on avait parlé de ce biseau descendant à connotation haussière, on l'a cassé par le bas et visiblement hein, cette figure est invalidée, les probabilités n'ont pas été, le scénario le plus probable n'a pas été respecté, c'est le jeu hein, de l'analyse technique, on est à l'heure actuelle à 3144 dollars et si on casse les 3000 dollars, là effectivement, à l'image du Bitcoin, c'est un approfondissement de la baisse que l'on peut attendre. Vous remarquerez que les 3000 dollars correspondent d'ailleurs à un palier d'SSB confondu avec un palier de Kijun. Ce sont ces niveaux à l'horizontale de la SSB et de la Kijun. Ce sont des gros niveaux habituellement que l'on peut reporter dans le futur parce qu'ils agissent comme support ou comme résistance. Vous voyez, ça a été le cas cette fois-ci. On va ajouter une ligne horizontale pour matérialiser ce palier. C'est ce qu'on est allé chercher. Si on casse ce niveau des 3000 dollars, donc dans ce cas-là, on pourra aller chercher ici le creux de fin septembre 2021 aux alentours des 2600 dollars. On pourrait même aller plus bas pour aller chercher les 2380. Donc la prudence est de mise sur le marché des crypto-monnaies, un marché des crypto-monnaies qui ne se rétablit toujours pas et qui montre toujours des signes de faiblesse et le RSI pourrait être une solution. Et d'ailleurs, on va faire un parallèle assez intéressant. Je reviens sur le Bitcoin. Vous remarquerez que lorsque l'on franchit la zone de neutralité à 50, ça correspond à des niveaux très précis, Ishimoku. Vous voyez ici, cassure de 50, ça correspond à un franchissement de Kijun. C'est généralement le cas. Là encore, lorsque le moment où on casse la zone de neutralité à 50, ça correspond à la cassure de la Kijun, très précisément. Donc ici, encore une fois, si on venait à casser la zone de neutralité à 50, ça devrait correspondre à notre Kijun. C'est toujours important de faire des parallèles, hein, parce que finalement, les signaux que l'on recherche sont les mêmes, simplement on peut les décrypter avec des outils différents. Attendre une cassure du seuil des 50, ça correspond à attendre une cassure de la Kijun. Une cassure de la Kijun, c'est un signal. Une cassure des 50 du RSI, c'est un signal. Donc voilà pour ce petit parallèle très, très intéressant. Et d'ailleurs, le fait d'utiliser de plus en plus d'outils techniques, d'indicateurs, nous permettra de faire d'autres parallèles du style et donc de peut-être mieux comprendre ici la philosophie des indicateurs techniques et comprendre que le tout est d'avoir un indicateur que l'on maîtrise parce qu'au final, la plupart du temps, on a les mêmes signaux. C'est simplement l'interprétation qui va changer. Voilà pour ce petit parallèle concernant le RSI et Ishimoku. On passe à présent sur le compartiment des matières premières. Le gold, c'est assez compliqué, je suis baissier pour le gold, hein. J'imagine bien un retour vers les 1770, j'ai du mal à envisager un gold qui arrive à franchir son nuage. 1770, c'est le prochain support, hein, si on ne parvient pas à se maintenir au-dessus de la Kijun. Là, on est dans un tout petit range qui est compris entre le seuil psychologique à 1800 dollars et donc ce palier de SSB et notre Kijun qui est aux alentours des 1792 dollars. Si on casse la Kijun, ce sont les 1770 que le gold pourrait aller chercher, un scénario tout à fait probable. Donc, prudence pour les haussiers sur le gold, on pourrait aller approfondir davantage la baisse avant d'envisager peut-être une éventuelle reprise. Le silver, on invalide ici hein, cette éventuelle figure en double creux hein, que l'on a suivi depuis assez longtemps. Malheureusement, la hausse s'est vue freinée par notre nuage Ishimoku d'un point de vue technique et le repli s'est approfondi à l'image du gold. Le pétrole, lui, a bien suivi un scénario haussier assez clair avec ce franchissement d'un twist de nuage. On marque une pause à l'heure actuelle et effectivement ici si on passe au-dessus du seuil psychologique à 80 dollars, on pourrait aller chercher les 84,25. Il y a eu un petit catalyseur haussier, si je puis dire, du côté du Kazakhstan. Hein, on en a parlé, hein, Kazakhstan qui est un pays producteur de pétrole. Donc l'objectif est le même pour le
le WTI, ce sont les 84,25. Ça correspond à la projection E de cette vague haussière en ABCD. Alors, un mot sur le blé. Pullback sur la ligne de coup. Alors, de deux choses l'une. Alors, d'ailleurs, je tiens à préciser que pour les figures en épaule, tête, épaule, ce pullback est le meilleur point d'entrée, le meilleur point de vente. Parce qu'effectivement, lorsque la bougie casse pour la première fois la ligne de coup, on n'en est pas sûr, hein. Il est tout à fait possible à ce niveau d'avoir d'avoir une hausse et la formation d'une mèche inférieure, et on peut se replacer au-dessus de la ligne de coup. Donc, soit on attend la clôture de la bougie, on entre en position, mais le plus sûr est toujours d'attendre le pullback. Il y en a très souvent, il y en a 3 fois sur 4, et là on est vraiment sur ce point-là, le point de pullback. On est revenu sur la ligne de coup. Il y a certes encore une chance, hein, de repartir à la hausse et de repasser au-dessus, mais théoriquement, c'est le meilleur moment pour prendre en considération une figure en épaule, tête-épaule. Voilà pour cette petite parenthèse sur le blé. On passe à présent sur le marché des changes avec un biais vert qui pourrait repartir de plus belle à la hausse, avec un nuage en support ici. Il faudrait éventuellement attendre le franchissement, le passage au-dessus de la Kijun pour renforcer les perspectives haussières. D'un point de vue H4, ça ne nous apprend pas grand-chose, à part que effectivement, si on passait au-dessus de cette résistance qui correspond à un palier de SSB et de Kijun, hein. Comme tout à l'heure, c'est exactement la même chose. On va simplement l'étendre pour avoir une visibilité de cette zone-là, et c'est la cassure de cette zone qui nous donnerait le top départ. Et donc l'euro-dollar, c'est l'inverse. L'euro-dollar se voit exercer une pression baissière par le nuage Ishimoku en données journalières. Et on est au contact de ce nuage Ishimoku, un nuage Ishimoku qui vient s'affaisser davantage ici, et il faudrait casser la Kijun. Plus largement, c'est toujours la même chose, hein. C'est ce niveau qu'il faut casser pour envisager un euro-dollar sous les indices. GBP-USD, coup de théâtre, vous voyez, on a cassé l'oblique baissière. Enfin, cette oblique baissière que l'on a testée à maintes reprises, très exactement à 2 reprises, hein, mais ici par exemple il y a eu pas mal de travail à ce niveau-là avant un échec. Cette fois-ci, ça semble être la bonne, on l'a franchi, on s'est donc hissé au-dessus des 1,3580, donc des perspectives haussières pour le GBP-USD. Cela faisait longtemps qu'on attendait cette cassure. La traversée du nuage a eu lieu, et pour prendre le moins de risques possible, le mieux serait d'attendre que la lagging span fasse la même chose que les prix, que le taux du GBP-USD, c'est-à-dire que la lagging span franchisse l'oblique baissière et que par la suite elle parvienne à franchir le nuage. Voilà pour le marché des changes. On met donc un terme à ce Good Morning Market. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission quotidienne. Je vous donne rendez-vous dès demain pour la prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et un très bon début de semaine. Au revoir.